Bien, merci. Bonjour à toutes et à tous. Alors, comme cet extrait de carte vous le montre, je vais bien parler de Port-Neuf aujourd'hui, devant vous. Ça commence bien. Et plus précisément de la création d'un certain nombre de nouveaux ports autour de La Rochelle entre le XIIIe et XVe siècle, en posant la question de la gestion de ces ports, qui sont à la fois des structures concurrentes et qu'il est nécessaire de mettre en réseau. En guise d'introduction, parce que j'imagine que vous ne connaissez pas toutes et tous le contexte qui préside à la naissance d'un certain nombre de ces ports. Simplement, je voudrais faire un petit point sur la situation à la fin du Moyen-Âge du dispositif portuaire qui se trouve autour de La Rochelle. Alors, l'ANIS rassemblait au minimum une trentaine de ports à la fin du Moyen-Âge, à la fin du XVe siècle. Des ports de toutes dimensions, un port évidemment de dimension internationale comme celui de La Rochelle et tout un tas de ports secondaires qui s'égrenaient donc le long des côtes de l'Aunis et de l'île de Ré. Alors l'essentiel de la cartographie portuaire, elle a été mise en place en réalité entre les XIe et XIIIe siècles. C'est quelque chose qu'on connaît assez bien, on le sait, notamment dans les grands estuaires et le long d'un certain nombre de littoraux, au moment de la renaissance économique qui a présidé au destin de l'Europe occidentale à partir du XIe siècle. Eh bien, des structures, et notamment des structures portuaires, ont été développées. Et l'essentiel de la cartographie, je vous parlais de la trentaine de ports, eh bien, est né entre le XIe et XIIIe siècle. Ce qui, et je fais cette petite incise, est important, rapporté à la longueur du littoral ionisien, correspond à peu près à la densité assez élevée d'un port tous les 6,5 km. Si je recherche des éléments de comparaison, parce que je travaille actuellement sur l'ensemble des ports de l'ouest français, pour la Gironde, on est à un peu plus de 7 ports, un port tous les un peu plus de 7 km, pour la Loire 4,5 et pour la Seine 3,5. Donc on est pour, je dirais, un espace de dimension internationale en termes de commerce, et bien dans une proportion portuaire qui correspond à peu près, on va dire, aux standards tels qu'on essaie en tout cas de les repérer. Et quand je parle de 30 ports, ce sont les ports qu'on peut repérer dans la documentation écrite. Il existe sans doute tout un tas d'autres aires de stationnement ou de débarquement qui ont pu exister et qui ne sont pas référencés dans notre documentation qui, vous l'imaginez, pour le Moyen-Âge est très lacunaire en la matière. D'autant que, en plus, bien sûr, il existait des ports licites, mais tous les ports illicites qui échappaient à l'impôt et qui nous échappent également, évidemment, au travers de la documentation. C'est important d'avoir ces éléments en tête. Et d'ailleurs, on essaie par différents moyens, notamment par l'archéologie, eh bien, d'identifier ces places supplémentaires. Les conditions qui ont présidé au développement de ces ports, bon, je parlais de la période contemporaine du développement, alors du port de La Rochelle, c'est-à-dire tout ce contexte de développement à la fois agricole et commercial à partir du XIe siècle. Il est important aussi de rappeler les initiatives seigneuriales en la matière. Il y a une sorte de conviction, en tout cas dans cette région, de la part des seigneurs côtiers, qu'ils pouvaient tirer très rapidement profit du développement du commerce maritime. Et tous les ports que l'on rencontre sont des ports plutôt pluriactifs, au sein desquels on trouve à la fois la nécessité de desservir les vignobles et les salines de l'Aunis, mais également de pratiquer la pêche. Les aménagements de ces ports sont des aménagements extrêmement rudimentaires en dehors du port de La Rochelle et en dehors de quelques ports, et on évoquera l'un d'eux tout à l'heure. Et ils se contentaient souvent, ces ports, d'employer, d'utiliser les anfractuosités côtières qui sont assez nombreuses le long du littoral aunisien. Alors, on a un grand nombre de ports, donc au début du XIIIe siècle, et ces ports, par leur nombre, constituent à la fois évidemment une opportunité pour La Rochelle, parce qu'ils viennent compléter les capacités de fret de ce port. Ils offrent également des disponibilités logistiques importantes, et c'est indispensable pour un port international. Je parlais également des ports d'estuaire tout à l'heure. Et ça permet également, je n'ai pas l'occasion d'en parler ici, de subvenir pour La Rochelle aux nécessités de la réparation navale. Je parlais de ces ports qui sont plus réactifs. Souvent, on y réparait également un certain nombre de navires. Alors voilà la carte qui les référence. Je ne vais pas évidemment tous vous les préciser ici. Simplement, dans le cadre de cette communication, on va se pencher sur 4 ports qui naissent après le XIIIe siècle, enfin à partir du XIIIe siècle, et dont on repère plus ou moins l'évolution. Port-Neuf, donc vraiment à proximité de La Rochelle, de la rade de La Rochelle. Un autre port qu'il est difficile à situer, mais qui se trouve dans cette zone, le port du Seigneur de Mosée. Un port
alors là, qui donne sur la Charente, mais qui est bien un port de mer, qui est le port de Guécharot. Et je terminerai par le port de Queue de Vache. C'est le deuxième aspect de ma présentation, et on en viendra ensuite à la manière qui a été utilisée par les Rochelais pour maîtriser et contrôler l'ensemble de ce dispositif portuaire. Alors, je vais commencer donc par Port-Neuf. Voilà, pour évoquer cette densification du semi-portuaire onisien, même si on a donc des installations assez nombreuses au début du XIIIe siècle, eh bien elles vont être complétées par un certain nombre de nouveaux ports. Alors je le disais, le Port-Neuf se trouve sur une petite seigneurie qui se trouve à proximité de La Rochelle, la seigneurie de Lalleux. Ce port a été fondé à une date qu'on ne connaît pas, mais au début du XIIIe siècle, en tout cas il n'apparaît pas dans la documentation avant, et il occupait, comme bien d'autres, alors ce que l'on appelle une conche en Aunis et en Saintonge, c'est-à-dire une dépression littorale envahie par la mer, et souvent à l'intérieur de laquelle il existait à la fois des pâturages et puis l'exploitation de marais ou de salines. Cette conche donc n'avait pas évidemment été obstruée, et manifestement au XIIIe siècle, il suffisait donc de quelques travaux pour pouvoir l'occuper à des fins portuaires. C'est un site qui a connu un rapide succès du fait de proximité de la ville de La Rochelle. Et en fait, il est signalé réellement dans la documentation, alors je dirais de façon un peu plus étoffée, dans un document de 1268, un document d'Alphonse de Poitiers qui commande une enquête liée à une problématique fiscale, un litige qui porte sur la propriété des droits perçus sur le trafic de ce port et qui oppose le prévôt de La Rochelle et la communauté de La Rochelle au seigneur de ce port. Et donc, selon les déclarations qui ont été recueillies à l'intérieur de cette enquête, il est dit très clairement et répété que ce port présentait un double intérêt. Je dirais, pour faire référence à ce que je disais hier, un intérêt de havre, c'est-à-dire d'abri. Il est référencé comme un abri sûr pour les bateaux qui, souvent, les gros navires se mettaient en relâche dans la baie de La Rochelle et qui, là, pouvaient trouver un abri plus sûr dans des circonstances météo assez difficiles. Donc un endroit où on pouvait trouver refuge, et puis un endroit aussi où rapidement des infrastructures et des dispositifs liés au trafic avaient été mis en place, puisqu'il était doté de toute une flotte d'allèges. C'est d'ailleurs le seul port que l'on référence de ce point de vue-là, et qui reliait les rives du port et les rives de La Rochelle aux navires. On déchargeait les cales des gros navires à proximité de ce port, et ensuite on allait conduire ces vins, ou plutôt c'est l'inverse, on conduisait donc sur la base de petites embarcations des rives jusqu'à ces navires les vins qui devaient être déchargés. Alors là, voilà une illustration cartographique de ce port neuf, détail de la carte de Borin, qui vous montre alors là, à la fois donc la zone portuaire avec un petit chenal, mais là on est manifestement plutôt à marée basse, et puis la dépression qui se poursuit et la zone de marais qui se trouve à l'arrière. Autre projet référencé, celui du projet du seigneur de Mosée, qui intervient à peu près à la même époque, et qui est un projet, alors j'ai mis avorté, je devrais mettre un point d'interrogation, parce qu'en fait ce projet ne réapparaît pas réellement dans la documentation par la suite, mais ce n'est pas nécessairement l'indice d'une disparition. Alors ce port, il est signalé dans une requête, là encore, adressée au roi de France, aux environs de 1279, et c'est une requête de la ville de La Rochelle, de la commune, qui alerte le roi sur le fait que le seigneur de Mosée, alors le seigneur de Mosée disposait près de la seigneurie de Lalleux d'un certain nombre de possessions, faisait alors nouvelleté en sa terre, je reprends le texte original, c'est à savoir terre qu'il tranche et fait trancher de nouvelles pour faire port en lieu où Oncmès port ne fut. Donc on a là explicitement une requête auprès du roi contre des travaux de creusement manifestement d'envergure dans un secteur littoral qui lui encore était manifestement inoccupé. Alors il est assez difficile d'identifier cette zone, mais à partir des possessions que l'on connaît de ce seigneur, probablement que c'est un port qui se situait dans le secteur de la Repentie, du port actuel de la Palisse. On y repère là évidemment aussi des dépressions, des conches telles que je les nommais tout à l'heure. Difficile de dire ensuite ce que devient ce port. Il a pu continuer de fonctionner, d'ailleurs très probablement, au moins comme zone d'atterrissage, mais peut-être pas comme zone où le seigneur pouvait percevoir des droits à proprement parler. Difficile de dire donc si la réclamation échevinale a été suivie des faits et de l'abandon réel de ce projet de la part de ce seigneur.
Troisième projet qui intervient, lui, au début, enfin durant la première moitié du XIVe siècle, c'est celui du port de Guécharot. Alors vous le voyez, il paraît beaucoup plus à l'intérieur des terres. En réalité, c'est un port de mer, puisqu'il donne sur un bras d'eau qui est celui de la Gers et qui est un affluent vraiment de l'estuaire de la Charente. Et donc c'est une zone qui était très inondée à l'époque. En vert, vous voyez toutes les zones de marais. Et qui pouvait effectivement donner lieu à la création d'un nouveau port. Alors là, c'est carrément un creusement qui est initié, des travaux de grande envergure, dont on commence à connaître les débuts à partir d'avril 1311, date à laquelle Philippe IV entérine un accord avec un seigneur important, un seigneur local important, qui est le seigneur de Surgères, qui en fait représente toute une communauté d'autres petits seigneurs. Et l'idée, c'est de fonder un port sur la Gers, donc sur le petit affluent que vous voyez ici, fonder un port sur la Gers, au niveau d'un lieu-dit qui s'appelle le Guécharot, afin à la fois d'améliorer l'acheminement et l'écoulement des productions vinicoles par voie d'eau, parce que sinon il fallait traverser les marais pour aller jusqu'à Rochefort ou traverser la terre pour aller jusqu'à La Rochelle, et d'autre part, évidemment, pour engranger des recettes supplémentaires sur les exportations, il faut que vous considériez que toute la documentation dont on dispose est une documentation de nature juridique, et donc les ports apparaissent évidemment le plus souvent au travers de ce type de conflits, et derrière ces conflits, il y a des intérêts bien souvent économiques et fiscaux. Ce projet nécessitait des travaux importants, je l'indiquais. Ils sont d'ailleurs documentés dans l'accord. Le creusement d'un canal au cœur du marais de Val-de-Charente, depuis Vergeroux en aval de Rochefort, et ce qui permettait d'ailleurs d'éviter un certain nombre de droits qui étaient payés sur la Charente. Donc c'est 21 km, si on fait le calcul, 21 km de chenaux qui doivent être creusés. Et puis il s'agit également de construire des ponts, de construire également des chaussées pour pouvoir donc faciliter la circulation dans cette zone. Alors les travaux sont réalisés à partir des années 1330, mais prennent quand même quelques retards vu l'importance et la difficulté à financer, on parlait de financement hier, ces travaux, mais autour de 1330-1332 déjà, le port est mis en fonction et accessible par des navires, des petits navires de 10-15 tonneaux, voire des yoles de 8 tonneaux, et capable de faire transiter quelques 3000 tonneaux de vin par an. On est là dans les années 1330. Alors les années 1330, on est au pic, au summum de l'activité du commerce du vin à La Rochelle pour le Moyen-Âge. Ensuite, on va rentrer dans une période de crise. Mais il se trouve que le projet est abandonné finalement sur la base de requêtes à la fois de la commune de La Rochelle et de la commune de Saint-Jean-d'Angély, j'y viendrai tout à l'heure. Ce port, vu son succès, manifestement, faisant un peu trop d'ombre au capital économique de la région. Enfin, le dernier port que nous envisageons dans le cadre de cette communication, c'est le port de Queue-de-Vache, alors qui lui se trouve au nord de La Rochelle, un nom un petit peu particulier, sur lequel je ne reviendrai pas aujourd'hui. Alors là, c'est un port creusé, et cette fois-ci, après, on va dire, la grande crise de la guerre de Cent Ans, au moment du début de la reconstruction, des années 1430, en tout cas en Aunis. Là aussi, on va occuper une conche qui appartenait à une abbaye, l'abbaye de Fondous, une abbaye régionale qui en disposait depuis 1146 et qui était employée jusqu'à présent pour des pâturages ou des salines. Et donc Charles VII, qui va répondre aux demandes d'un village voisin qui s'appelle le village de Marcilly, leur accorde l'établissement d'un nouveau port. Ces villageois considérant qu'il faut faire là encore trop de chemin, trop de distance, à la fois pour faire venir les futailles et puis également pour écouler leur production viticole. L'accord est daté de 1436 et immédiatement les Marcellois, les habitants de Marcilly, confient la création de ce port, alors là d'un point de vue technique et puis financier, à un bourgeois de La Rochelle qui s'appelle Guillaume Ménard et qui s'est avéré par la suite être un spécialiste de l'ingénierie portuaire, puisqu'il s'est notamment occupé en 1452, il a décroché un marché, on dirait, un marché public à La Rochelle. Il s'est occupé donc de construire un barrage à l'intérieur du port de La Rochelle pour retenir le lest qui était déposé. Alors là aussi, notamment pour des raisons financières, la mise en œuvre de ce projet a connu quelques difficultés, mais il n'empêche qu'au final, je vais avancer et je vais simplement le faire à partir de représentation. Là, vous avez une représentation de ce port au début du XVIIe siècle. Alors au final, qu'est-ce qui a été réalisé? Je vais me passer à la carte suivante. Voilà, parce que là, pour le coup, vous y retrouvez tout.
3 étiers ont été percés pour venir remplir le bassin arrière et ce bassin portuaire donc, vers lequel convergeaient un certain nombre de chemins et où étaient acheminés les vins. Et puis tout un dispositif de pêcherie qui sont identifiés, de moulins également, avec un certain nombre de dépendances, une maison noble à ce niveau-là, et enfin un quai à partir desquels eh bien, les navires d'un plus gros tonnage pouvaient venir eh bien, aborder, pour venir charger ou décharger. Ces quais ils sont intéressants parce qu'ils figurent encore dans le paysage contemporain. Sur l'estran de cette zone cônière, on retrouve encore trace de ces quais. Donc voilà pour, je dirais, le panorama général de ces ports et la dynamique qui a continué. Et c'est assez nouveau, enfin, pour travailler sur tout le continuum atlantique, il y a peu d'endroits où on retrouve, entre le XIIIe, après le XIIIe siècle, on va dire, des zones où on continue de construire, de développer des ports. Voilà. On en déplace, bien sûr, hein, au gré notamment des colmatages, mais des créations, 4 en l'occurrence, dans une zone aussi courte, ça me paraît relativement exceptionnel. Alors j'en viens maintenant à la dernière partie, je sais qu'il faut que j'aille vite, sur la gestion des concurrences portuaires, parce que bien entendu, tout ce dispositif portuaire, à la fois, je le disais, constitue une potentialité, mais également, potentiellement aussi, une concurrence pour le centre névralgique et commercial qu'est La Rochelle. Alors, pour s'en donner une idée, là j'ai repris des chiffres de 1361, on en a très peu, qui relèvent donc de la recette de la coutume qui porte sur l'exportation des vins de Nice. C'est des documents qui sont conservés en Angleterre, donc qui concernent la période anglaise de La Rochelle. Et si on reprend donc les chiffres, alors qui sont toujours à caution parce qu'il y avait sans doute au sein de cette recette notamment des exemptions ça et là, mais enfin, si on reprend en tout cas de façon brute les chiffres tels qu'ils nous apparaissent, on se rend compte que 59% du trafic passait par le port de La Rochelle et 41% par les autres petits ports de l'Eunice. Donc ça donne une idée un petit peu de cet équilibre sur le commerce fondamental qui est celui du vin, de cet équilibre ou en tout cas de la proportion d'intervention dans le trafic entre le port principal et les ports secondaires. Et ça donne une idée du potentiel, mais de la concurrence également potentielle, je le disais. Alors, tout en renforçant les capacités logistiques de la ville, ces nouveaux sites donc menaçaient potentiellement, et donc La Rochelle a cherché à mettre en œuvre un certain nombre de dispositifs qui relèvent d'une politique générale que j'ai déjà eu l'occasion de décrire et qui combinent différentes actions. Il s'agissait pour les Rochelais à la fois de maîtriser évidemment les circuits commerciaux et les outils du commerce, qui pouvaient potentiellement être utilisés à proximité de ces ports. La fiscalité portuaire, vous l'avez compris, c'est des ports qui appartenaient à des petits seigneurs, et donc maîtriser la fiscalité portuaire, c'est maîtriser aussi leur prétention à vouloir développer davantage ces ports, et maîtriser le dispositif de défense littorale, on l'a compris dès hier, entre les questions de défense et les questions économiques, il existe, au moins depuis le Moyen-Âge, des interactions assez fortes. Alors, maîtriser les circuits et les outils du commerce, ça passe par quoi ? Évidemment, par la maîtrise des réseaux commerciaux, et notamment avec les étrangers, il serait beaucoup trop long que je vous fasse cette présentation aujourd'hui. Les Rochelais étaient les intermédiaires principaux dans tout le centre-ouest, avec les Flamands, les Anglais quand c'était possible, les Espagnols, les Portugais, etc. Je veux dire, ils faisaient l'interface et ils phagocytaient d'une certaine manière cette zone, cet espace intermédiaire commercial. Ce qu'il faut signaler, par contre, de façon plus concrète, on va dire, sur le territoire, c'est la présence des Rochelais dans les ports qui étaient potentiellement pour eux les ports les plus dangereux. Je pense en particulier aux petits ports d'estuaire que sont Maran et Rochefort, qui faisaient partie de leur espace. À l'intérieur de ces ports, ils obtiennent rapidement des privilèges et souvent ils maîtrisent les grandes fonctions qui sont délivrées par les seigneurs locaux, et notamment c'est eux qui maîtrisent les fermes sur le trafic du vin, sur le trafic des marchandises, etc. C'est un mode de contrôle économique évident. Il faut signaler aussi le fait que La Rochelle concentrait les structures monétaires et qui n'étaient pas diffusées à l'intérieur de ce territoire. Ça veut dire qu'un marchand, un commerçant, lorsqu'il avait besoin de faire du change, il allait à La Rochelle. Obligatoirement, s'il avait besoin de faire un prêt, ou en tout cas de contracter un emprunt, eh bien les institutions bancaires se trouvaient également à La Rochelle. Évidemment, ça limitait toute évasion commerciale sur une place extérieure. Et puis la concentration du notariat qui est également importante. On avait 23 notaires
notaire au sein du tabellionnage rochelais, ce qui correspond à quasiment la totalité du tabellionnage royal à l'intérieur du gouvernement de La Rochelle. Donc, vous ne savez peut-être pas, mais pour contracter une opération importante, il fallait évidemment le faire devant un notaire qui garantissait un certain nombre de clauses sous le sceau du roi. Donc, maîtrise des circuits commerciaux, c'est important, maîtrise de la fiscalité portuaire. Alors, pour cela, les choses se sont faites en étapes, et à partir du XIIIe siècle, c'est ça qui est intéressant, on a commencé par définir une banlieue à partir de 1229 autour de La Rochelle, qui est d'ailleurs une des plus grandes banlieues françaises pour l'époque, en tout cas telle qu'elle est définie juridiquement. Elle a été arrêtée en 1347, et dans cette banlieue, eh bien, on y intègre l'essentiel des ports que je vous présentais sur la carte tout à l'heure. Donc ça, dans un premier temps, une banlieue, et puis également le gouvernement de La Rochelle. Alors la banlieue de La Rochelle relevait de la commune, le gouvernement de La Rochelle du roi, mais pour autant, ce gouvernement, évidemment, centralisait au profit de la ville un certain nombre également de prérogatives. Dans ce gouvernement, à partir de 1373, on y trouve l'ensemble de l'Aunis, je vous remontrerai la carte, et également les bailliages de Marennes et l'île d'Oléron. Donc vous voyez qu'on va même au-delà de l'Aunis, on empiètre également sur la Saintonge. Alors, grâce à la création de ces juridictions, eh bien, derrière, les Rochelais vont obtenir un certain nombre de privilèges fiscaux à partir du XIVe siècle. Et ces privilèges, ils vont les cibler en particulier sur le trafic portuaire. Et ce sont eux qui en prennent l'initiative à partir du XIVe siècle. 1347, alors je ne peux pas là encore vous tracer la totalité du dispositif, mais je retiens que date, 1347 par exemple, parce que la ville a besoin de financer ses fortifications, eh bien, elle obtient du roi 8 sous par tonneau de vin cru hors de la banlieue, que j'ai défini tout à l'heure. Tous les vins qui rentraient dans la banlieue et qui passaient par les ports de La Rochelle, tous les ports de La Rochelle devaient payer à la ville. Quel que soit le port utilisé, devait payer à la ville ces 8 sous par tonneau. Avant 1360, on sait également la mise en place d'un droit qui s'appelle le droit de courtage sur tous les ports de la banlieue, là encore, qui correspond au prix négocié du fret d'un tonneau pour tout. On note-le, pour tous les navires donc de plus de 20 tonneaux. Alors à chaque fois, évidemment, ils ont été contestés, ces droits, par les seigneurs côtiers, mais les rois successivement les ont confirmé les Rochelais dans leurs attributions. Alors, en fait, les deux juridictions dont je parlais tout à l'heure, la banlieue, c'est l'ensemble de cette zone-là qui est comprise par ce petit fleuve côtier qui s'appelle le Curé et qui intègre également Châtelaillon. Et puis ensuite, le gouvernement de La Rochelle intégrait une zone plus vaste qui partait de la Sèvre et allait jusqu'à la Charente. Alors, la maîtrise de cette fiscalité portuaire, au bout du compte, j'avance vite, au bout du compte, en 1499, on voit que sur les ports de sa banlieue, et de l'Aunis et du gouvernement, la ville détenait 7 droits différents, en plus des 2 que j'évoquais tout à l'heure. Elle avait obtenu également le quart des 10 sous par tonneau de vin chargé dans ces ports, 5 sous sur les navires portant une et 2 sous 6 deniers pour ceux qui n'en portent pas, 2 sous 6 deniers pour le chargement, bon, etc., etc. 5 deniers par tonneau de vin chargé, 40 sous par 100 de sel chargé ou déchargé. Vous voyez à chaque fois que c'est le vin et le sel, évidemment, qui constituent les denrées de prédilection de cette fiscalité. Les Rochelais maîtrisant cette fiscalité, en détenant le produit, sont intéressés à l'activité de ces ports et en même temps, évidemment, en maîtrise pour partie le fonctionnement. Dernière chose à signaler, c'est les questions de défense littorale. Ce sont des questions qu'on a évoquées hier et donc dans le même esprit, La Rochelle s'est appuyée sur sa position de capitale régionale défensive, à plus forte raison durant la guerre de Cent Ans, pour renforcer son positionnement sur les ports. Notamment parce que La Rochelle était le centre névralgique de la défense littorale, de ce que l'on appelle le guet de la mer à la fin du Moyen-Âge, et depuis les tours, et notamment depuis la tour de la Lanterne, par un jeu de feu, eh bien, il était possible de surveiller le littoral. Par ailleurs, les villes les villages littoraux les habitants de ces villages littoraux se venaient de participer à la défense de la ville de La Rochelle au moins une fois par an. On a toute là aussi une documentation qui le précise. Alors, je termine par ça. Ces aspects militaires peuvent paraître en fait éloignés des intérêts commerciaux. En réalité, ils en sont très proches. On voit les Rochelais, par exemple, intervenir dans la défense de tout un tas de ces petits ports au cours du XIVe siècle. Et quelle est la raison souvent qui est invoquée ?
parce qu'il faut se justifier, au-delà de la crise militaire, et il s'agit en fait de répondre aux incommodités qu'en recevoit le pays et leur ville, la ville de La Rochelle, en laquelle nul navire ou barque ne venoit de Charente ou de Seudre, qu'il ne fût déprédé ou du moins ne paya de grands frais et devoirs. Donc il y a une vraie correspondance entre ces activités militaires et puis également l'activité économique. Et puis j'en reviens donc au port de Guécharot que j'évoquais tout à l'heure. Si ce port en fait ne s'est pas développé davantage, c'est parce que la ville de La Rochelle, qui voyait alors là une concurrence qu'elle n'était pas en capacité de contraindre réellement, eh bien, utilisait auprès du roi des arguments militaires en expliquant qu'à l'intérieur de cette zone, eh bien, il y avait une fragilité militaire. Eh bien, pour que le roi, alors avec en plus des subsides qui sont venus compenser un certain nombre de choses, le roi a fini par accepter la démolition, la destruction de ce port. Donc voilà pour la conclusion, vous l'aurez compris, voilà pour ce panorama général, une dynamique portuaire qui, malgré la crise de la guerre de 100 ans, se poursuit et la construction pluriséculaire d'une politique à l'égard de ces ports qui repose sur différents éléments et qui a permis à La Rochelle de conserver sa suprématie sur cet environnement portuaire. Voilà, je vous remercie.